Dans la nuit du 20 au 21 janvier 1981, 52 diplomates américains arrivent à Alger en provenance de Téhéran. Ils respirent enfin un air de liberté après avoir enduré en Iran une longue et difficile prise d'otage. Feeling great right now. Best I've felt in 444 days. Thank God we're home. La prise d'otage aura duré 444 jours de calvaire, de torture psychologique et de maltraitance physique. 444 jours d'humiliation pour la première puissance mondiale qui a dû se plier aux conditions d'un Iran en pleine effervescence révolutionnaire. Le ressentiment accumulé depuis plusieurs décennies envers les États-Unis était le moteur des événements qui se sont déroulés de novembre 1979 à janvier 1981. Un ressentiment encore vif en Iran. L'ambassade des États-Unis, théâtre de la prise d'otages, devenue un musée, baptisé le repère de l'espionnage américain, entretient la haine de l'Amérique. L'occupation de l'ambassade débute le matin du 4 novembre 1979. Une opération préparée par des leaders islamistes dans les universités de Téhéran qui ont galvanisé quelques 400 étudiants pour partir à l'assaut de l'ambassade américaine. Malgré le bouillonnement révolutionnaire et le sentiment anti-américain dans le pays, l'ambassade n'a pas renforcé sa sécurité. Les Marines qui ont reçu l'ordre de ne pas tirer ne résistent pas longtemps. Les diplomates américains qui régentent l'Iran depuis des décennies sous-estiment cette occupation menée par des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Je pensais que les adultes réagiraient et se rendraient compte qu'une telle situation était inacceptable. Mais en réalité, il n'y avait pas d'adultes. Ou pire, les adultes encourageaient leurs enfants qui partaient tous azimuts. J'ai vu que ça sentait le roussi quand, 1 ou 2 jours après la prise de l'ambassade, j'ai entendu que Khomeini avait apporté son soutien aux étudiants qui avaient envahi l'enceinte. Lorsque la prise d'otage commence, l'Iran est dirigé depuis peu par un haut dignitaire religieux, l'ayatollah Khomeini, qui endosse rapidement les habits de guide suprême de la nation. Ses partisans l'appellent désormais l'imam Khomeini. Il a été porté à la tête du pays par une révolution populaire qui a renversé le Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Celui-ci avait régné d'une main de fer pendant près de 40 ans avec le soutien politique et sécuritaire des États-Unis. Les foules se massent à chacune de ses apparitions, mais il sait que son pouvoir est fragile. Khomeini doit composer avec toutes les forces politiques qui l'ont porté au pouvoir. Les islamistes qui lui sont dévoués, les libéraux pro-occidentaux qui le soutiennent mais veulent le cantonner à un rôle d'autorité morale, et les mouvances de gauche qui espèrent contrôler un jour le pays. Khomeini entreprend d'éliminer toutes les forces politiques qui font obstacle à son pouvoir absolu. Fin stratège, il demande aux forces islamistes de mener des actions anti-américaines pour gagner les faveurs du peuple. Il ne veut pas laisser l'anti-américanisme, le sentiment le plus mobilisateur en Iran, entre les mains de la gauche de plus en plus puissante. Notre seul objectif après l'occupation
était de faire savoir aux responsables politiques du pays que nous ne faisions pas partie des mouvements de gauche marxistes. Nous sommes des personnes, des militants, qui avons une expérience des luttes, de la révolution, et notre soutien à l'imam Khomeini est total et clair. Le ressentiment des Iraniens avait toujours été là. Ce que la révolution a changé, c'est que désormais, les gens avaient le droit de l'exprimer, ce qu'ils n'avaient pas fait jusque-là. Et toute cette frustration, c'était comme une cocotte minute. Le couvercle a sauté. L'occupation de l'ambassade par ses partisans est l'occasion espérée par Khomeini pour asseoir son pouvoir. Il apporte immédiatement son soutien aux preneurs d'otages et exalte leur action comme une deuxième révolution encore plus grande que la première, celle qui avait renversé le Shah quelques mois auparavant. La vaste mobilisation que suscite l'occupation de l'ambassade fait apparaître Khomeini comme le seul protecteur du peuple iranien, spolié depuis longtemps par les Américains. L'occasion aussi pour lui d'avoir une monnaie d'échange. La libération des otages contre l'extradition du Shah accueilli aux États-Unis. L'ancien monarque est à New York depuis la fin octobre pour se faire soigner d'un cancer. Khomeini est inquiet. Il craint un coup d'État américain pour remettre le Shah sur le trône. Pour moi, il n'y avait aucun doute sur l'extradition du Shah vers l'Iran. Jamais nous ne l'aurions fait. Il avait collaboré avec nous pendant bien des années, fait beaucoup de sacrifices, donc nous lui devions beaucoup. Le président Carter, quand il a donné son accord pour que le Shah vienne aux États-Unis pour des raisons médicales, était réticent, mais il a accepté. Il s'est tourné vers ses conseillers et a dit « Qu'est-ce que vous me conseillerez quand notre ambassade sera occupée et nos personnels retenus en otage ?» Dès la prise de pouvoir de Khomeini, plusieurs ambassades subissent des tentatives d'occupation par des groupes révolutionnaires. L'ambassade américaine elle-même avait fait face le 14 février 1979 à une attaque de militants marxistes. Les milices de Khomeini les avaient fait évacuer sans tarder. Cette fois, les Américains comprennent que ce n'est pas le même scénario. Ce sont des partisans de Khomeini qui occupent l'ambassade. Le président américain Jimmy Carter pressent que les négociations seront difficiles. Une autre option est possible, lui suggère son conseiller à la sécurité Zbigniew Brzezinski, une mission de sauvetage que les militaires étudient dans le plus grand secret. À Téhéran, la confusion règne dans la rue comme dans les institutions. Il n'y a pas de gouvernement. Un conseil de la révolution dont tous les membres sont désignés par Khomeini dirige le pays. Cette instance nomme comme ministre des Affaires étrangères Abdolhassan Bani Sadr. Je suis allé voir M. Khomeini, qui m'a dit « Nous allons garder les otages 3 ou 4 jours, le temps que l'Amérique prenne conscience de ses crimes, et après nous les libérerons. » J'ai donc accepté le ministère des Affaires étrangères. La prise d'otages dure depuis une quinzaine de jours quand Khomeini fait un geste. Il charge son fils, Ahmad Khomeini, de libérer quelques otages. Celui-ci choisit d'en libérer 13, uniquement des Afro-Américains et des femmes. Bani Sadr, officiellement chargé du sort des otages, n'a pas les mains libres. Khomeini lui interdit tout contact direct avec les Américains. Avec son conseiller Ahmad Salamatian, ils en appellent à l'ONU et demandent la réunion du Conseil de sécurité. Ils espèrent obtenir une décision équilibrée. D'un côté, la condamnation des États-Unis pour ses ingérences sous le règne du Shah, et de l'autre, la libération des otages. Donc, je suis parti aux Nations Unies avec cette mission, que j'essaye de faire de la sorte que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit avec l'ordre de jour
de l'affaire des otages et que le responsable du ministère des Affaires étrangères iranien, M. Bani Sadr au Yémen, il viendra sur place et on arrivera à la conclusion d'un accord. J'étais convaincu que c'était possible, c'était faisable. Lorsqu'il fallait que je me rende au Conseil de sécurité des Nations Unies pour résoudre le problème, M. Khomeini a publié un communiqué dans lequel il disait « Personne ne participera au nom de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU ». J'ai donc démissionné de mon poste de ministre des Affaires étrangères. Le matin, 4h, 5h du matin, j'ai lu les dépêches concernant le fait qu'un ministre des Affaires étrangères ne venait pas. Permettez-moi de vous dire que jusqu'au moment où j'ai pris l'avion et je suis sorti, je me cachais des diplomates des Nations Unies. Parce que j'avais honte. Les Américains, impuissants, regardent s'égrener le décompte des jours de captivité sans nouvelles de leurs compatriotes restés entre les mains de Khomeini. Les Iraniens, eux, assistent à la valse des responsables au sommet du pouvoir. Fin novembre 1979, un nouveau ministre des Affaires étrangères est désigné, Sadr Rodzadeh. Un homme ambitieux qui pense que sa proximité avec Khomeini lui octroiera des marges de manœuvre pour résoudre la crise des otages. Sachant qu'il est interdit de parler avec les Américains, il demande à deux amis, l'avocat français Christian Bourguet et un homme d'affaires argentin, d'entrer en relation avec l'administration américaine. Dès les premiers contacts, le président Jimmy Carter donne un signe de bonne volonté aux Iraniens. Il demande au Shah de quitter le sol américain et d'aller se faire soigner au Panama, un pays sous le contrôle des États-Unis. Au nom de l'Iran, l'avocat Christian Bourguet veut lancer une procédure d'extradition. Le président panaméen joue un double jeu. D'un côté, il dit aux Iraniens qu'une procédure judiciaire est possible, et de l'autre, il garantit au Shah sa sécurité. Rodzadeh, depuis toujours, avec Khomeini, il mettait Khomeini devant le fait accompli. C'était pas quelqu'un pour aller parler avant l'action avec Khomeini. Rodzadeh faisait l'action et après, il allait faire l'empaquetement. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, cherche toujours un moyen de dénouer cette crise internationale aux conséquences imprévisibles. Avec l'accord du président américain, le secrétaire général de l'ONU se rend à Téhéran début janvier 1980. Kurt Waldheim espère rencontrer à la fois les otages américains pour s'assurer de leur santé et Khomeini pour négocier leur libération. Mais c'est une foule en colère qui l'accueille. Des centaines d'Iraniens déversent sur lui toute leur haine du Shah, accusé de torture et de crimes commis avec la complicité des Américains. Kurt Waldheim repart de Téhéran sans avoir rencontré ni Khomeini ni les otages. Il dira plus tard qu'il a eu peur pour sa vie. L'ONU ne renonce pas pour autant à jouer un rôle de médiateur. Waldheim accepte la proposition de Sadr Rodzadeh de constituer une commission pour désamorcer la situation explosive à Téhéran. Dans les couloirs de l'ONU, les tractations pour la composition de la commission durent plusieurs semaines. Celle-ci est enfin constituée en février et arrive à Téhéran avec la mission officielle d'enquêter sur les ingérences criminelles des Américains en Iran durant le règne du Shah. Mais il s'est trouvé que nous sommes allés au-delà. Avec l'accord exprès de tout le monde, y compris des Iraniens eux-mêmes, la commission cherchait une solution à la libération des otages et de proche en proche souhaitait véritablement rencontrer les otages. Il nous est venu à l'esprit qu'une telle visite des membres de la commission de l'ONU pourrait être un moyen de recueillir des informations. Et qu'ensuite, ces informations pourraient être utilisées
pour nuire aux otages et à nous, étudiants. Monsieur Khomeini a fait une déclaration pour dire que la commission de l'ONU doit remettre son rapport avant de quitter l'Iran. La commission est venue me voir pour me dire « Eh bien, vous savez, après une telle déclaration, même si nous voulons faire un rapport, il n'aura aucune validité. » Les membres de la commission refusent de se plier à l'exigence de Khomeini et quittent Téhéran sans avoir vu les otages ni avoir pu amorcer l'ombre d'une solution pour leur libération. Leur mission est un échec. L'impuissance de l'ONU pour résoudre cette crise internationale est criante. Durant ces tentatives de médiation de l'ONU, les contacts secrets entre les Américains et les Iraniens n'ont jamais cessé. Des échanges menés par l'intermédiaire de l'avocat français Christian Bourguet. Mi-février, celui-ci organise une rencontre clandestine à Paris entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le chef de cabinet de Carter. Hamilton Jordan arrive dans la capitale française sous un faux nom, déguisé avec une perruque et une moustache. Sadegh Khodzadeh, lui, est en France pour un voyage officiel. Les deux hommes se retrouvent en toute discrétion dans un hôtel pour un dîner. Sadegh Khodzadeh commence le tête-à-tête en exprimant son inquiétude. « Si cette rencontre est connue des communistes en Iran, je perdrai au moins mon emploi et peut-être ma tête. » Il rassure son interlocuteur sur la vie des otages, ajoutant qu'il a un plan pour leur libération. Pour lui, la colère du peuple iranien et la prise d'otages s'expliquent par la domination qu'exercent les États-Unis sur l'Iran depuis une trentaine d'années. L'Américain répond qu'il faut se tourner vers l'avenir et souligne que le président Carter n'est pas interventionniste, malgré les pressions de nombreux Américains qui demandent une action militaire. Khodzadeh souhaite de nouvelles relations avec les États-Unis. Hamilton Jordan en profite pour lui glisser une note sur le renforcement de l'armée soviétique aux frontières de l'Iran et lui parle d'une menace imminente. Pendant cette crise, il y a eu un événement majeur qui aurait pu se surposer sur la crise elle-même. Et c'était l'invasion de l'Afghanistan. On se demandait si cette prise d'otage par les Iraniens n'allait pas laisser la place à une confrontation majeure entre les deux super grands. Et donc, cela donnait à réfléchir davantage à M. Jimmy Carter. Les chars de l'URSS sont aux portes de l'Iran. Les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan fin 1979 pour venir au secours d'un gouvernement allié menacé par une insurrection islamiste aidée en sous-main par les Américains. En cette période de guerre froide, la Maison-Blanche imagine un scénario catastrophe. L'arrivée à Téhéran des Soviétiques qui ont désormais deux portes d'entrée vers l'Iran, la frontière nord et la frontière est. Les rapports de la CIA sont doublement alarmants. Ils parlent des troupes soviétiques amassées aux frontières iraniennes et de la montée en puissance de la gauche et des communistes en Iran. Les Américains se demandent si avoir affaire à Khomeini n'est pas mieux que de voir un gouvernement communiste s'installer à Téhéran. Un de nos problèmes était qu'on n'avait pas d'informations sur les coulisses du gouvernement iranien. On n'avait aucun moyen d'influencer leurs décisions. On était seuls à gérer un adversaire inconnu. Permettez-moi de vous dire que les États-Unis d'Amérique, la caractéristique le plus importante de leur politique concernant l'Iran, c'est l'auto-aveuglement. Donc, ils n'avaient aucune perception sur l'analyse de la situation politique intérieure iranienne. Ça les dépassait complètement. L'extradition du Shah, espérée par les Iraniens, n'aura pas lieu. Le 24 mars 1980, le Shah quitte le Panama pour se réfugier en Égypte, dirigé par son ami Anwar el-Sadat. Christian Bourguet, déçu, ne désespère pas de trouver une solution négociée avec les Américains.
Sur le chemin du Panama à Téhéran, l'avocat français s'arrête à Washington pour voir Hamilton Jordan. Celui-ci lui réserve une surprise, une rencontre avec Jimmy Carter. Christian Bourguet est impressionné de rencontrer le président américain. Il veut lui montrer les points positifs de la situation. Pour lui, les Iraniens pourraient être satisfaits par le départ du Shah du Panama. S'il fuit la justice, c'est parce qu'il a commis des crimes. Il tente de rassurer Carter sur les négociations en cours sur les otages et parle de progrès. Jimmy Carter, en colère, répond « Je ne vois pas qu'il y ait le moindre progrès. Nous sommes exactement dans la même position qu'il y a 4 mois. Les otages souffrent tous les jours. Notre patience commence à ressembler à une démonstration de lâcheté. Il faut que quelque chose change. » Nous n'avions aucun contact fiable. Les gens qui voulaient nous parler n'avaient pas d'influence. Les gens qui avaient de l'influence ne voulaient pas nous parler. Ce qui a représenté quelque chose de particulièrement impressionnant, c'est le fait que toute la batterie des modes de règlement qu'ils avaient envisagés a échoué. Cela fait 155 jours que des citoyens américains sont entre les mains de leurs geôliers iraniens. Une situation insupportable pour de nombreux Américains qui manifestent leur exaspération. Le président américain ne peut pas rester sourd à cette colère qui gronde dans son pays, d'autant qu'il est candidat pour un 2e mandat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois. Le 7 avril, Jimmy Carter se résout enfin à prendre des décisions fortes. Lors d'un déplacement dans l'avion présidentiel Air Force One, il détaille les résolutions qu'il annoncera au peuple américain, comme l'embargo total sur l'Iran et la rupture diplomatique. Il décide également d'intensifier les préparatifs en vue d'une opération militaire. Jimmy Carter demande à son chef de cabinet de revoir le ministre des Affaires étrangères Sader Khotzadeh pour évaluer ce que savent les Iraniens de l'opération de sauvetage en préparation. Une 2e rencontre clandestine est organisée, toujours à Paris. Le ministre iranien proteste contre l'embargo et la rupture diplomatique décidée par Carter. Puis, il met en garde Hamilton Jordan. « J'espère que votre président ne fera rien d'irréfléchi comme « attaquer mon pays ». L'Américain répond que rien de ce genre ne se produira. Khotzadeh ignore que cette rencontre fait partie d'une campagne de désinformation des Américains pour faire croire aux Iraniens qu'ils privilégient toujours la négociation. Khotzadeh ne rassure pas Jordan sur le sort des otages. Il pense qu'il faudra encore des mois avant qu'ils ne puissent rentrer chez eux, car la situation en Iran est très tendue. L'hésitation sur la mission de sauvetage est levée. Le 20 avril, le compte à rebours de l'opération militaire est lancé. Le conseiller à la sécurité Brzezinski voit enfin se réaliser ce qu'il préconise depuis le début de la prise d'otages. L'opération Eagle Claw débute un soir au large de la mer d'Oman. Elle doit durer tout le week-end iranien, les jeudis 24 et vendredi 25 avril, pour une meilleure sécurité, pensent les stratèges du Pentagone. 8 hélicoptères décollent du porte-avions Nimitz et 6 avions C-130 Hercule partent de la base américaine de l'île de Masira. 120 hommes se trouvent dans les appareils qui volent à basse altitude, de nuit, vers un lieu baptisé Desert One, dans le désert iranien, à 300 km de Téhéran. L'opération doit se poursuivre par le transport en hélicoptère des troupes d'assaut vers une base plus proche de Téhéran, avant de les acheminer par camion jusqu'à l'ambassade occupée. Ce scénario ne se réalisera pas. Plusieurs incidents surviennent dans l'exécution de la mission, jusqu'à l'accident fatal à Desert One entre un hélicoptère et un avion transportant les réserves de kérosène. Impossible de poursuivre l'opération. L'ordre est donné de rebrousser chemin. Les Américains laissent derrière eux 8 soldats morts dans l'incendie. Le président Carter avait essayé une opération militaire qui, honnêtement, était très dangereuse et très difficile.
Je ne vois pas quelle solution possible qui nous aurait gardés sains et saufs et nous aurait sortis de là vivants. Peu de gens approuvaient cette action, car nous avions vu que les Iraniens étaient sans merci et n'hésiteraient pas à mitrailler leurs ennemis pour défendre leurs intérêts. Le secrétaire d'État Cyrus Vance, qui s'était toujours opposé à une action militaire, démissionne de ses fonctions. Un coup dur pour Jimmy Carter qui perd un précieux collaborateur et un ami. Dès que l'échec de l'opération est connu, le président américain demande à tous ses conseillers de joindre leurs contacts iraniens pour leur faire savoir que les États-Unis n'ont aucune intention d'envahir leur pays. La vie des otages reste sa première préoccupation. Le lendemain, il affronte les militaires lors d'un débriefing de la mission. Cette réunion du 26 avril est pénible pour le président Carter. Il a été poussé à l'action militaire par certains de ses collaborateurs, mais doit maintenant en assumer seul l'échec. Il se fait même sermonner par les militaires qui critiquent son commandement. Carter ne répond pas aux reproches. Personne ne veut s'attarder sur l'échec de l'opération. Le président oriente les discussions sur une nouvelle mission de sauvetage. Là encore, les discussions dérapent. Toutes les options sont évoquées, y compris une invasion de grande ampleur de l'Iran. Frustré et fragilisé, le président met fin à une réunion chaotique sans aucune autocritique des militaires, ni décision prise pour la suite. Aucune analyste de terrain n'aurait pas imaginé, n'aurait pas donné une chance sur 1000 à l'opération de sauvetage en plein corps de Téhéran, en ébullition révolutionnaire, par quelques commandos et quelques hélicoptères qui allaient débarquer dans un désert de 200 km, 300 km plus loin. À l'ambassade, à ce moment-là, il y avait des centaines, une moyenne de 200 étudiants armés, prêts à tout pour défendre cette occupation. L'ambassade elle-même était très grande. On ne savait pas où les différents otages pouvaient se trouver. Ils n'étaient pas du tout tous ensemble. Les partisans de Khomeini voient la main de Dieu dans l'échec de l'opération. L'Iran, qui respecte pieusement les principes de l'islam, a été protégé. L'ayatollah Khalkhali, l'exécuteur des basses œuvres du régime, fait transporter les corps carbonisés des soldats américains pour les exhiber devant la presse. Après cette action de propagande, les corps sont remis à l'ambassade suisse qui représente les intérêts américains en Iran. L'ambassade suisse s'est d'abord occupée des corps qui, évidemment, représentaient quelque chose pour les Iraniens. Donc, on a eu du mal à les convaincre qu'il fallait quand même pouvoir les récupérer pour les ramener aux États-Unis. Khomeini sort renforcé de l'échec de l'opération militaire. Mais il doit encore partager le pouvoir. Son ancien ministre des Affaires étrangères, Bani Sadr, a été élu à la présidence de la République à une très large majorité, avec 76% des voix. Bien que très populaire, il ne parvient pas à affirmer son autorité face à Khomeini et attendra longtemps un feu vert pour la formation d'un gouvernement. Il n'arrive pas non plus à s'imposer face aux preneurs d'otages, qui n'obéissent qu'à Khomeini. Le président Bani Sadr ne sera même pas informé du déplacement des Américains dans plusieurs villes du pays, ni de leur nouveau lieu de captivité. Une nuit, ils sont venus nous dire « Rassemblez vos affaires, ce que vous avez. On vous déplace. On vous déplace loin, pas juste d'une chambre à une autre. Ce sera un long voyage. » Moi, j'ai atterri à Ispahan. La ville d'Ispahan,
à 7 heures au sud de Téhéran. Nous, les étudiants, avons senti que de réels dangers pouvaient exister pour les otages et pour nous. C'est alors que nous avons immédiatement décidé de disperser les otages dans différentes régions de l'Iran pour empêcher les interventions militaires, les opérations terroristes et de guérilla. On les a dispersés absolument partout dans le territoire iranien et on en a perdu les traces. La CIA n'a pas su localiser ces otages, ou la plupart de ces otages, jusqu'à la fin de la crise. L'échec de l'opération militaire des Américains est une occasion inespérée pour Khomeini, qui ne veut pas que les élections parlementaires lui échappent, comme lui avait échappé l'élection présidentielle. Le bras de fer qu'il a engagé avec la Maison-Blanche lui permet d'apparaître comme le seul capable de faire plier la puissance américaine. Début mai, ses partisans remportent aisément les premières élections au Majlis, le Parlement de la République islamique. Les amis de Bani Sadr se retrouvent en minorité et la gauche dans son ensemble est éliminée. Au moins les 8 ou 9 premiers mois, nous étions utiles pour créer l'hystérie et rallier des soutiens aux factions les plus extrêmes, radicales de la politique iranienne. L'ayatollah Khomeini, comme un homme politique des moments révolutionnaires, il a subtilisé l'affaire des otages pour un moyen d'éliminer tous ses adversaires et constituer un pouvoir qui était le plus contrôlé par lui-même et son cabinet personnel. À la mi-mai 1980, les élections en Iran sont terminées, mais les otages croupissent toujours dans les geôles iraniennes depuis 200 jours. Aux États-Unis, la campagne présidentielle bat son plein. Jimmy Carter tente de faire bonne figure lors des meetings pour le renouvellement de son mandat, mais il n'a aucune prise sur les événements. Ses alliés occidentaux le soutiennent mollement. Aucun d'eux ne souhaite de confrontation avec les Iraniens. C'est l'allié de toujours qui vient à son secours. Le chancelier de l'Allemagne fédérale Helmut Schmidt veut l'aider à trouver une voie de négociation. Avec l'accord de Jimmy Carter, il sollicite le président algérien Chadli Benjedid. Lors d'une rencontre, il lui glisse « C'est à vous, Algériens, d'aider le monde en empêchant le conflit Iran-États-Unis de s'aggraver. » Les Allemands comme les Suisses, non seulement nous ont informés, mais ont demandé avec insistance aux États-Unis d'accepter une médiation algérienne parce que tout le monde voyait que l'Algérie était, à cette époque-là, dans ces circonstances-là, le pays qui avait le plus de chances de réussir une libération des otages. En Algérie, ce sont des musulmans. Aux yeux de l'imam Khomeini et des leaders révolutionnaires iraniens, la révolution algérienne était très respectée. Et une telle confiance n'existait pas envers les Suisses, envers les Suédois, envers les Nations Unies, envers les Allemands. Mais elle existait envers les Algériens. Les Algériens ont été sollicités pour nous aider et ils ont refusé. Ils disaient toujours, quand on les sollicitait, que ce n'était pas le bon moment. Le diplomate qui connaît le mieux la situation iranienne est l'ambassadeur d'Algérie à Téhéran, Abdelkrim Raïb. Il entretient depuis longtemps des contacts privilégiés avec l'entourage de Khomeini. À son homologue suisse, qui représente les intérêts américains depuis l'occupation de l'ambassade, il conseille « Si tu veux réussir à régler les problèmes en Iran, oublie les voies diplomatiques conventionnelles. » L'ambassadeur algérien sait que les vraies négociations ne seront possibles que lorsque Khomeini l'aura décidé. Khomeini n'est pas pressé d'entrer en négociation.
il veut peser sur l'élection présidentielle américaine en empêchant la réélection de Jimmy Carter. Il lui voue une haine tenace depuis son soutien au Shah lors du soulèvement populaire. Comme un marionnettiste qui manipule les différents protagonistes, Khomeini fait appel cette fois aux parlementaires nouvellement élus pour s'occuper de l'affaire des otages. Une volonté de faire durer cette crise, car le Parlement est déjà empêtré dans des guerres de clans et des procédures interminables. C'est arrivé par exemple que moi, comme député, pendant 3 mois, ils ont traîné sur mes accréditations parce que j'étais accusé de complicité avec les États-Unis. À ce moment-là, je peux dire que l'étiquette de pro-américain vermine occidental, ça continuait à faire contre tout quiconque qui était au pouvoir et qu'on voulait éliminer. L'analyse de l'imam Khomeini était que finalement, notre action était une action menée par le peuple et qu'il revient donc aux représentants du peuple de décider de la fin de cette affaire. La libération des otages n'est toujours pas à l'ordre du jour du Parlement. Les tractations pour la désignation d'un gouvernement dureront plusieurs mois. Ce n'est que fin août 1980, après d'interminables affrontements entre les partisans de Khomeini et ceux du président Bani Sadr, qu'un gouvernement est enfin nommé. À sa tête, Mohammad Ali Rajoui, un opposant à Bani Sadr. Le président est ainsi écarté de toutes les affaires importantes. Sadr Qutbzadeh, l'homme des négociations secrètes avec les Américains, ne figure pas dans le nouveau gouvernement. Il a perdu l'appui de son mentor Khomeini. Après une longue période de disgrâce, il sera accusé de préparer un coup d'État et mourra exécuté. Pendant les longs mois de guerre intestine au sein du pouvoir iranien, les otages américains sont toujours détenus dans des lieux secrets. Le destin de présidence de la République, le destin du Parlement, le destin du régime à venir a été pris en otage. La solution est arrivée à un moment où on avait déjà fait du président de la République un président pour l'inauguration des chrysanthèmes. Khomeini a éliminé tous les obstacles devant lui. La théocratie qu'il dirige est fermement installée. Le Parlement et le gouvernement lui sont complètement acquis. La menace d'un retour du Shah au pouvoir s'éloigne définitivement quand Mohammad Reza Pahlavi meurt des suites de son cancer le 27 juillet dans un hôpital du Caire. Khomeini a tiré tout le profit possible de l'affaire des otages, mais il ne veut pas les libérer sans contrepartie du côté américain. Pendant que le Parlement s'agite sur le sort des otages, il donne son accord à un membre de sa famille, Sadr Tabatabai, pour prendre contact avec les Américains et leur faire savoir qu'il est enfin prêt à négocier. Sadr Tabatabai, par l'intermédiaire de la diplomatie allemande, avait réussi d'établir le contact entre, indirect, mais de contact sûr, entre la maison de Khomeini et les Américains. Et ils sont arrivés à une conclusion, que M. Khomeini prononce quelques phrases pour que les Américains soient sûrs que Sadr Tabatabai représente très bien la volonté de Khomeini. C'est dans un journal du 13 septembre 1980, au milieu d'un message adressé aux pèlerins en partance pour la Mecque, que Khomeini glisse les conditions qu'il veut imposer à la Maison-Blanche. Restitution à l'Iran des biens du Shah, levée de toutes les sanctions contre l'Iran, garantie de non-intervention politique ou militaire, et enfin, déblocage des avoirs iraniens détenus par les États-Unis. Jimmy Carter connaît enfin les 4 points sur lesquels une négociation est possible. Il envoie son secrétaire d'État adjoint Warren Christopher en Allemagne rencontrer le chancelier Helmut Schmidt. Les Allemands organisent pour l'Américain 2 rendez-vous dans la banlieue de Bonn avec Sadr Tabatabai, l'émissaire de Khomeini, les 16 et 18 septembre. Les premiers échanges semblent prometteurs.
Mais les deux hommes ne se reverront pas. Le 22 septembre, l'Irak de Saddam Hussein lance une offensive contre l'Iran. Une guerre qui met fin à tout contact entre la Maison-Blanche et l'entourage de Khomeini. Les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent que le dictateur irakien a reçu l'aval des États-Unis pour se lancer dans une guerre sanglante. Les Irakiens veulent annexer des territoires et les Américains espèrent ainsi fragiliser l'Iran de Khomeini. Elle a tout de suite été considérée comme un élément qui allait permettre une solution plus rapide de cette crise. Par un calcul évidemment très simple, non? Les Iraniens attaqués sur le front extérieur vont devoir céder sur cette question qui les oppose aux États-Unis et dont ils avaient déjà tiré tout ce qu'ils pouvaient tirer. Aux États-Unis, le 4 novembre 1980, cela fait 1 an, jour pour jour, que les otages américains sont retenus en Iran. Mais cet anniversaire passe au second plan. C'est l'élection du républicain Ronald Reagan qui fait la une de toutes les télévisions américaines. Dans moins de 3 mois, il succédera au démocrate Jimmy Carter à la Maison-Blanche. Pour Khomeini, la satisfaction de voir la défaite de Carter n'écarte pas le danger que représente l'élection de Reagan, qui, durant sa campagne électorale, avait évoqué une action militaire contre l'Iran. Le maître des horloges sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour régler l'affaire des otages. L'Algérie est enfin sollicitée pour mener les négociations avec les Américains. La République islamique n'avait pas d'autre choix. Les responsables iraniens savaient que Reagan n'était pas comme Carter. Les républicains n'étaient pas comme les démocrates. Ils savaient que Reagan ne viendrait pas s'asseoir autour d'une table pour négocier. Ils avaient donc peur qu'une fois en fonction, il lancerait une intervention en Iran. Chaque jour, le peuple américain scrute le décompte des jours de captivité de leurs compatriotes. Au 372e jour, enfin, l'espoir d'une libération renaît. Début novembre 1980, les négociations tant attendues commencent à Alger. Les Algériens endossent le rôle d'intermédiaire dans ce qui sera un long marathon de tractations et de marchandages, de compromis et de chantage. Warren Christopher et ses conseillers s'installent dans la capitale algérienne avec l'intention d'y rester jusqu'au dernier jour du mandat de Jimmy Carter pour tenter d'arracher un accord. Les négociateurs algériens, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ben Yahya, établissent rapidement une méthode de travail. Traiter les discussions en 2 parties, celle portant sur l'accord politique et celle plus complexe autour des avoirs iraniens et des biens du Shah réclamés par l'Iran. Les Iraniens refusant toujours de parler directement avec les Américains, les diplomates algériens font des allers-retours entre Alger et Téhéran afin de rapprocher les points de vue des 2 parties. Les négociateurs algériens venaient en Iran écouter nos demandes et négocier avec nous. Ils nous faisaient aussi part des demandes des Américains et communiquaient nos suggestions et propositions à Alger. Et là-bas, ils négociaient avec Warren Christopher et l'équipe américaine basée à Alger. L'Algérie n'est pas devenue un simple facteur transmettant la position exprimée par l'Iran aux États-Unis ou faisant l'inverse. C'était un agent actif qui allait inventer lui-même des solutions aux 2 parties qui les acceptaient ou qui les discutaient, etc. Je pense que le premier signe que quelque chose de positif se passait, c'était vers Noël 1980, quand on a reçu la visite de 2 ou 3 diplomates algériens. Donc je me suis dit,
Là, ça devient sérieux. Il se passe quelque chose. Le sort des otages se joue autant à Alger qu'à Téhéran ou Washington. La capitale algérienne est devenue le lieu par où transitent les propositions et contre-propositions des deux parties. Les Iraniens comme les Américains veulent aller vite. L'accord politique est assez vite conclu. Les États-Unis s'engagent par écrit à respecter une politique de non-intervention à l'égard de la République islamique. Ils garantissent également qu'aucun des otages ne demandera une indemnisation à l'Iran pour les longs mois de captivité. C'est sur l'accord financier que les négociations bloquent. Le président Carter signe un décret qui gèle les biens du Shah, mais il ne peut garantir le renvoi en Iran des sommes détenues par des banques privées. Les négociateurs iraniens font du chantage pour montrer à leur peuple qu'ils résistent à l'adversaire américain. Malgré cette menace, les négociateurs iraniens savent que Khomeini veut que les discussions aboutissent coûte que coûte. Le 14 janvier, à 6 jours de la fin du mandat de Carter et donc de la fin des négociations, l'Iran accepte enfin le principe d'un recours en justice pour espérer récupérer les biens du Shah. Les deux parties devront également passer par un tribunal international afin d'arbitrer leurs nombreux contentieux commerciaux. Les Iraniens et les Américains ne sont toujours pas d'accord sur l'évaluation des avoirs et des dettes de l'Iran. L'Algérie avait évidemment des relations relativement privilégiées avec l'Iran, mais c'était la bonne occasion d'en profiter pour amener l'Iran à lâcher prise. C'est bien possible que les Algériens aient voulu que la crise se termine, car ils ne voulaient pas rester impliqués plus longtemps. Ils ont donc appuyé ce qu'ils considéraient être une approche équilibrée dans ces négociations. Le gouvernement algérien a complètement joué son rôle de médiateur. Il n'a jamais fait pression sur le gouvernement iranien. S'il y avait des pressions, c'était surtout de l'intérieur du pays. Je me souviens que pendant les négociations, je recevais 2 ou 3 appels téléphoniques par semaine d'Ahmad Khomeini, le fils de l'imam Khomeini, me demandant de la part de son père comment avancer les négociations. Il était très inquiet. Jimmy Carter et son équipe sont inquiets, eux aussi. Ils voient les heures s'écouler et l'accord financier toujours pas conclu. Depuis Alger, Warren Christopher tient au courant le président de chaque petite avancée dans cette ultime négociation. L'Iran réclame des sommes que l'administration américaine conteste. Avant la chute du Shah, de très nombreux contrats civils et militaires liaient les deux pays. Certains payés en avance avant même leur exécution. Les Iraniens réclament les sommes versées. Les Américains, eux, sortent leur ardoise pour calculer les dettes contractées par l'Iran. Ce qui explique l'imbroglio financier qui mobilise le président américain et ses collaborateurs. Carter est épuisé. Il a peu dormi depuis plusieurs jours. Minute par minute, il suit les négociations malgré le décalage horaire entre Téhéran, Alger et Washington. À Téhéran, une énième crise au sommet du pouvoir iranien sème la confusion. Le président Bani Sadr, bien qu'écarté des négociations par Khomeini, tente d'empêcher un accord. Il reproche les concessions faites aux Américains. L'Algérie propose de geler une somme pour des arbitrages ultérieurs. Le 19 janvier, la veille de la fin du mandat de Carter, les Iraniens transigent sur le chiffre de près de 8 milliards de dollars. Une somme qui doit être déposée sur un compte à la Banque d'Angleterre, gérée par l'Algérie, pour faire face aux futurs arbitrages. Harold, the money is in the bank. The president's getting on now.
Hi, Bill. Hi, Bill. What's hold up? Why the hell not? It's getting dark. Yeah, in Algiers, Chris, I talked to Chris about a half hour ago, and he said that they were checking off each portion of money as it came in and comparing it with the list. But then he told me then that in 15 minutes they should have the certification, so it's 15 minutes late. Le 20 janvier, vers 7h30 du matin, heure de Washington, Londres, puis Alger certifient la somme totale versée par les banques américaines. Les négociateurs algériens en informent immédiatement les Iraniens. Téhéran doit aussi confirmer par une signature son accord pour le gel de cette somme de près de 8 milliards de dollars. Le président Carter n'est pas au bout de ses peines. La signature iranienne se fait attendre. Il rejoint la cérémonie d'investiture de son successeur sans avoir réussi à libérer les otages durant son mandat. À 12h05, heure de Washington, l'accord a été signé par Nabavi. Pourquoi? Évidemment, pour atteindre ce moment précis, ce moment neutre entre un président haï, auquel on voulait donner une dernière gifle, et un président entrant, auquel on ne voulait pas avoir affaire. Quand enfin l'heure de la libération arrive pour les 52 Américains, une dernière épreuve les attend à l'aéroport de Téhéran, avant de rejoindre l'avion d'Air Algérie qui stationne sur le tarmac depuis plus de 24 heures. J'ai entendu des bruits, des hurlements, des insultes dont je reconnaissais à peine le sens en farsi, contre des gens qui étaient amenés vers l'avion. Je n'avais pas tellement peur. J'étais plutôt triste. Les actes de ce groupe étaient tellement maladroits et tellement stupides. Ils sont entrés, évidemment choqués, évidemment déboussolés. En même temps, ils comprenaient qu'enfin leur moment de liberté était arrivé. Une fois dans cet avion, à moins que quelque chose d'inattendu arrive, on était tiré d'affaire. Et ça changeait tout. Gardez en tête, sur les 14 mois que j'ai passés en captivité à Téhéran, j'ai passé 9 mois en isolement total. Je leur ai expliqué à ceux que je ne connaissais pas qui j'étais, parce que, en fin de compte, on demandait à des diplomates suisses de reconnaître la livraison d'une marchandise dont ils ne connaissaient pas, disons pas le contenu, mais l'identité. Alors l'idée m'est venue de demander une feuille de papier à l'hôtesse et j'ai mis ces numéros de 1 à 52 parce qu'en effet, l'accord, c'était de libérer 52 otages. 52 ex-otages qui doivent inscrire leur nom sur des feuilles de fortune. Méthodiquement, le diplomate suisse parcourt l'avion, rangée après rangée, pour recueillir le nom de chaque otage libéré. Il doit établir une liste qui sera envoyée à la Maison-Blanche pour attester la libération de tous les Américains. Arrivé au fond de l'avion, Flavio Meroni s'aperçoit que le compte n'y est pas. La ligne correspondant au numéro 52 est vide. Il m'en manque un. Qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je n'étais pas prêt à lâcher prise sur cette question. Enfin, j'ai regardé cette liste et j'ai remarqué qu'un otage avait signé au-dessous du numéro 40, au lieu de passer au 41. J'ai mis 40 bis et l'avion a pu partir.
l'avion qui transporte les 52 Américains quitte le tarmac de l'aéroport de Téhéran une trentaine de minutes après la prestation de serment de Ronald Reagan. Destination Alger. Durant le vol, une certaine tension côtoie la joie chez les ex-otages. Ce n'est que lorsque l'équipage annonce que l'avion vient de quitter l'espace aérien iranien qu'ils expriment leur liesse. Alors arrivés à Alger, les Américains se plient volontiers à une cérémonie officielle d'accueil par le ministre algérien des Affaires étrangères Mohamed Ben Yahya et le secrétaire d'État adjoint américain Warren Christopher. Ils s'envolent ensuite pour une escale médicale en Allemagne et enfin vers les États-Unis. À New York, une foule immense leur réserve un accueil de héros. Ils remontent la célèbre avenue de Broadway en famille, un moment d'oubli du calvaire vécu en Iran. Certains d'entre eux vivront désormais avec les séquelles des tortures psychologiques endurées. D'autres tenteront tant bien que mal de tourner la page des 444 jours qui ont marqué leur vie et leur pays. Les États-Unis n'oublieront pas l'humiliation subie. Le traumatisme s'installe durablement chez les Américains qui prennent conscience de la vulnérabilité de leur pays. Les Iraniens, eux, subissent encore le culte de ce bras de fer avec l'Amérique que le régime en place ne cesse de glorifier pour se légitimer. Cette crise de la fin du XXe siècle marque le début d'un bouleversement des équilibres politiques au Moyen-Orient.